Toute la salle à manger du grand établissement plongea dans un silence absolu et suffocant. On aurait pu entendre une fine aiguille d'argent tomber sur le sol en marbre blanc immaculé. Son tintement aigu aurait résonné au pied de l'élite. Julian Brookfield était le célibataire milliardaire le plus convoité de tout l'État. Il venait de prononcer les paroles les plus ridiculement cruelles que l'on puisse imaginer. Il pointa un doigt, orné d'un bouton de manchette en diamant, vers la serveuse tremblante. Son simple uniforme était entièrement trempé de champagne coûteux et pétillant. Il ricana bruyamment. Il lui demanda si elle s'attendait vraiment à ce qu'il pardonne sa maladresse juste parce qu'elle s'était excusée. Puis, avec un rire froid et moqueur, il lui a dit quelque chose d'incroyable. Si elle pouvait chanter un air d'opéra complexe, parfaitement et sans une seule erreur, il l'épouserait sur le champ. La salle luxueuse éclata immédiatement d'une vague de rire cruel et moqueur. Il provenait des riches clients. Sa belle fiancée sourit avec une pure méchanceté. Elle s'attendait à ce que la pauvre fille éclate en sanglots et s'enfuit, totalement humiliée. Cependant, aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de qui était vraiment cette jeune femme. Pas sous ses vêtements bon marché. Ils ne savaient pas que la jeune fille à l'uniforme taché était sur le point d'ouvrir la bouche et de mettre à genoux l'homme le plus puissant de la ville. Voici l'incroyable histoire d'Helena Vance, et de la seule et unique chanson qui a changé le cours de toute son existence. L'Obsidian Vista n'était pas seulement un restaurant haut de gamme, c'était un théâtre d'immense richesse et de cruauté sociale. Et ce soir-là, le public de la haute société était exceptionnellement impitoyable. D'imposants lustres en cristal pendaient des hauts plafonds, tels des larmes gelées. Ils projetaient une lumière étincelante et fragmentée sur les politiciens, les barons du pétrole et les magnats de la technologie. Tous étaient occupés à déguster du caviar. Un caviar qui coûtait bien plus cher qu'une petite voiture familiale. Helena Vance ajusta discrètement le col rigide de son uniforme noir bon marché. Elle le sentait gratter désagréablement contre son cou. C'était un rappel constant de son faible statut social. Ici, elle était complètement invisible. Un simple fantôme glissant silencieusement entre les tables. Elle remplissait les verres d'eau, débarrassait les lourdes assiettes en argent, et elle absorbait le mépris désinvolte et irréfléchi de l'élite urbaine. Apportez plus de vin à cette table, immédiatement. Une voix sèche et exigeante claqua depuis le centre de la salle bondée. Helena se retourna rapidement, gardant le regard respectueusement baissé. Elle répondit à Mademoiselle Thorne, assise à la table centrale. Elle agissait comme la reine incontestée de la soirée. Isabella Thorne portait une superbe robe en soie rouge. On aurait dit qu'elle avait été versée directement sur son corps élancé. Et à son doigt, un énorme diamant brillait de 1000 feux. À côté d'elle était assis l'homme riche qui avait acheté cette bague. C'était Julian Brookfield, le président directeur général de Brookfield Dynamics, âgé de 33 ans. Un homme qui pouvait faire bouger des marchés financiers entiers d'un simple murmure. Ce soir, cependant, Julian avait l'air complètement ennuyé. Il regardait son téléphone plutôt que d'écouter sa fiancée. Elle se plaignait de la garniture de son homard coûteux. « Julian, est-ce que tu m'écoutes au moins ?» siffla Isabella bruyamment. Ses ongles parfaitement manucurés tapaient sèchement contre la nappe en lin blanc. « J'ai dit que la chanteuse soprano que tu as engagée pour notre mariage est complètement banale, et je ne tolérerai absolument pas la médiocrité à un mariage Brookfield. » Julian soupira profondément. Il glissa finalement son téléphone coûteux dans la poche de son smoking sur mesure. Puis il la regarda avec des yeux sombres, intelligents et épuisés. « Isabella, c'est un mariage, pas un couronnement royal, » répondit Julian d'une voix profonde et calme. « Personne ne va analyser la technique vocale de la chanteuse. Ils seront trop occupés à se saouler au champagne millésimé. Moi, je l'analyserai, » rétorqua Isabella d'un ton glacial, les yeux brillants de colère. Helena s'approcha de la table, tenant une bouteille de vin rouge profond. Ses mains étaient stables, malgré son cœur qui battait la chamade contre ses côtes. Être si près de Julian Brookfield était toujours profondément troublant. La force intense et écrasante de sa présence était palpable. Alors qu'Helena se penchait prudemment pour verser le vin, un autre serveur sortit précipitamment de la cuisine. Il la heurta violemment à l'épaule. Tout sembla se passer au ralenti. La bouteille glissa de ses doigts, projetant un grand arc de liquide rouge foncé.
Il éclaboussa violemment la robe rouge impeccable d'Isabella. « Espèce de petite rate incompétente !» hurla Isabella, folle de rage. Elle se leva si vite que sa chaise grinça bruyamment contre le sol en marbre. « Regarde ce que tu as fait à ma robe sur mesure. » Le visage d'Helena devint complètement pâle. Elle balbutia des excuses, expliquant qu'on l'avait bousculée par derrière. « Je me fiche de tes excuses pathétiques !» rugit Isabella. Elle frottait désespérément la tache avec une serviette en tissu, ce qui ne fit qu'aggraver la situation. Elle tourna alors toute sa rage contre Helena. Ses yeux brûlaient d'une pure méchanceté. Elle hurla au directeur de renvoyer la fille et de la mettre sur une liste noire dans toute la ville. Marcus, le directeur de salle en sueur, se matérialisa instantanément. Il s'excusa abondamment auprès du couple fortuné. Il ordonna à Helena d'aller directement en cuisine, car son service était officiellement terminé. « Attendez un instant !» Un mot frais et solitaire trancha le bruit chaotique, comme un couteau aiguisé. Julian Brookfield restait assis confortablement. Il faisait nonchalamment tourner le vin, restant dans son propre verre. Son visage affichait une expression indéchiffrable. « Julian, ne t'en mêle pas !» siffla Isabella avec colère. Mais Julian se contenta de remarquer que le vin s'accordait en fait parfaitement avec la soie rouge. Quelqu'un à une table voisine étouffa un rire soudain. Le visage d'Isabella devint violet de rage. Elle lui demanda s'il défendait réellement un membre du personnel sous-payé. Julian regarda attentivement Helena pour la toute première fois. Il remarqua son col effiloché, ses yeux fatigués et les mèches de cheveux bruns qui tombaient de son chignon désordonné. Pourtant, il remarqua aussi qu'elle ne pleurait pas. Elle se tenait parfaitement droite, la mâchoire serrée dans un défi silencieux. « Je dis juste, » commença Julian d'une voix traînante, en se penchant en arrière sur sa chaise, « que la renvoyer immédiatement est bien trop ennuyeux. Et puisque nous célébrons nos fiançailles, nous devrions nous amuser un peu. »« Nous amuser ?» murmura Helena, sa voix à peine audible au-dessus du brouhaha de la salle. Julian se leva, la dominant facilement de sa taille. Il se dirigea vers la petite scène où un quatuor à cordes venait de terminer un morceau de musique classique légère. Sur le pupitre en bois se trouvait une partition incroyablement difficile de Mozart. C'était le fameux air de la Reine de la Nuit. La soprano engagée n'avait pas réussi à le chanter correctement plus tôt dans la soirée. Julian ramassa la partition. Une lueur cruelle et sarcastique apparut dans ses yeux sombres. Il décida d'exposer l'absurdité totale de l'élitisme de sa fiancée. « Je vais vous dire quoi ?» annonça Julian à voix haute. Sa voix profonde résonna clairement dans le restaurant soudainement silencieux. « Isabella dit que vous n'avez absolument aucun talent. Mais je crois que le vrai talent se trouve parfois caché dans les endroits les plus sales. » Il retourna directement vers Helena et plaça la partition compliquée dans ses mains tremblantes. Il la mit au défi de chanter ce morceau notoirement difficile. « Ce morceau exige une note de fa remarquablement haute, » se moqua Julian, sa voix dégoulinant d'un sombre sarcasme. « Si vous pouvez réellement chanter cela parfaitement, sans crier comme un animal à l'agonie, je veillerai personnellement à ce que Marcus ne vous renvoie pas ce soir. » Il marqua une pause dramatique. Un sourire malicieux retroussa ses lèvres alors qu'il regardait les visages choqués de l'élite fortunée. Il décida de placer la barre à un niveau impossible, juste pour se moquer de la fausse sainteté de ses propres fiançailles superficielles. « De plus, » proclama Julian à toute la salle, « si vous interprétez ce morceau de Mozart sans aucune fausse note, je quitterai Isabella ici même et je vous épouserai à sa place. » La salle allaita bruyamment de pur choc. La bouche d'Isabella s'ouvrit en grand. Elle lui dit avec colère que sa blague n'était pas drôle du tout. « Je suis tout à fait sérieux, » mentit Julian avec aisance, fixant son regard intense sur la serveuse pâle. « Allez, ma petite, chante pour ton dîner, ou chante pour $1 milliard. » C'était une plaisanterie publique cruelle, destinée à l'humilier. Tout le monde dans la salle attendait qu'Helena s'effondre en larmes, laisse tomber le papier et s'enfuit dans la cuisine. Helena baissa les yeux sur les notes de musique complexes de la page. Les mots allemands se brouillèrent légèrement devant ses yeux. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Elle connaissait ces notes parfaitement. En fait, elle les connaissait bien mieux que son propre nom. Helena releva lentement la tête, ignorant complètement le regard furieux d'Isabella. Elle regarda Julian Brookfield droit dans les yeux. « L'orchestre connaît-il la bonne tonalité pour ce morceau ?» demanda-t-elle d'une voix remarquablement calme et assurée. Pendant une fraction de seconde, le sourire arrogant de Julian vacilla légèrement de surprise. « Quelle tonalité ?» demanda-t-il.
Elena répondit fermement. « Ré mineur, et je dois savoir s'ils peuvent le jouer. » L'atmosphère de l'Obsidian Vista changea instantanément. La condescendance amusée fit place à un silence confus et tendu. Julian cligna des yeux, incrédule. Il s'attendait à ce qu'elle le supplie pour son travail ou qu'elle balbutie des excuses. Pas qu'elle exige une tonalité musicale spécifique des musiciens professionnels. Ce sont des musiciens remplaçants du prestigieux orchestre philharmonique de la ville, répondit Julian lentement, sa curiosité enfin piquée au vif. Elena hocha la tête une fois. Ses chaussures noires bon marché claquèrent bruyamment contre le sol, alors qu'elle se dirigeait vers la scène. Une petite voix dans sa tête lui hurlait d'arrêter. Elle lui rappelait la promesse solennelle qu'elle s'était faite de ne plus jamais chanter après que sa vie ait été ruinée. Elle était censée être Elena Vance, la serveuse invisible maintenant, pas la star montante de l'opéra qu'elle était autrefois. Pourtant, l'humiliation cuisante infligée par Isabella avait réveillé un dragon féroce. Il dormait profondément dans son âme depuis 3 longues années. Elle atteignit le piano à queue, où le pianiste âgé, M. Henderson, la regarda avec une immense pitié. Il lui dit doucement qu'elle n'était pas obligée de faire ça. « Ré mineur, M. Henderson », dit fermement Elena. Elle posa sa main sur le bois lisse du piano et ses tremblements cessèrent complètement. « Un tempo rapide, s'il vous plaît. Ne m'attendez pas, car je vous suivrai. » M. Henderson hésita, regardant Julian. Celui-ci lui fit un bref et vif signe d'approbation. Le pianiste posa alors ses doigts expérimentés sur les touches. Les accords d'ouverture, agressifs et turbulents, du célèbre air éclatèrent dans la salle silencieuse. Isabella croisa les bras avec un sourire suffisant, attendant que les horribles cris commencent. Julian s'appuya nonchalamment contre un pilier de marbre, faisant tourner son verre. Il attendait que le désastre absolu se produise pour pouvoir enfin rentrer chez lui. Elena ferma les yeux très fort, prit une grande et profonde inspiration, puis elle ouvrit la bouche. La toute première note n'est pas simplement sortie. Elle a explosé dans la pièce comme une lance de son pur et cristallin. Elle a percé l'air avec une puissance choquante. Le verre de Julian se figea à mi-chemin de sa bouche. Le volume immense et la technique de colorature opératique impeccable remplirent l'espace. Ce n'était absolument pas la voix fluette et haletante d'une amatrice. C'était un instrument d'opéra riche, sombre et d'une précision terrifiante. Sa diction allemande était absolument parfaite. L'émotion qui se déversait d'elle était une rage brute et non filtrée, canalisée par une vie entière de formation classique parfaite. Elena ne ressemblait plus à une serveuse fatiguée. Sa posture s'était complètement transformée en celle d'une reine. Sa colonne vertébrale était comme de l'acier massif, tandis que ses mains gesticulaient gracieusement dans les airs. Les riches invités aux tables voisines abaissèrent lentement leurs fourchettes en argent. Leurs bouches pendaient, béates d'étonnement. Puis vint la partie la plus difficile du morceau. La légendaire montée en staccato, contenant les notes de fa aigu, c'était un véritable cimetière, même pour les sopranos professionnels les plus expérimentés. Elena frappa la première note aiguë avec la précision absolue d'un rayon laser. Sa voix résonna comme une belle cloche claire. Elle tourbillonna à travers les arpèges complexes avec une agilité vocale effrayante. Elle déversa 3 longues années passées à récurer des sols sales et à être complètement invisible. Elle les transforma en une mélodie qui exigeait une domination totale. Julian Brookfield sentit un frisson violent lui parcourir l'échine. Les poils de ses bras se dressèrent. Il avait grandi assis dans des loges d'opéra coûteuses. Sa propre grand-mère avait été une grande mécène des arts. Il savait donc exactement à quoi ressemblait la véritable grandeur. Ce n'était pas simplement bon, c'était de classe mondiale. Un exploit impossible, réalisé par une femme en tablier taché et en chaussures bon marché. Tous ses défauts physiques semblèrent s'évanouir dans le néant. Il ne restait que l'immense puissance qui rayonnait de sa gorge, dans une démonstration de beauté féroce et terrifiante. Isabella Thorne était devenue complètement pâle. Son sourire suffisant avait été remplacé par une expression d'horreur absolue. Elle réalisait qu'elle ne regardait plus une servante, mais une rivale dangereuse. Elena atteignit la cadence finale de l'air. Elle tint la note finale massive avec une capacité pulmonaire qui défiait toute logique médicale. Elle laissa le son magnifique résonner violemment à travers les lustres de cristal. L'air même de la pièce vibra, avant de le couper net dans un silence absolu. Un silence suffocant
enveloppa la pièce pendant 5 longues secondes. Personne n'osa bouger le moindre muscle. Monsieur Henderson regardait les touches du piano, ses vieilles mains tremblant d'émotion. Pendant ce temps, Elena se tenait sur la scène, haletante, l'adrénaline parcourant ses veines. Soudain, la réalité de ce qu'elle venait de faire la submergea. Elle réalisa qu'elle avait complètement exposé son identité cachée au monde. Elle regarda Julian, qui ne souriait plus et n'avait plus l'air ennuyé. Il la fixait avec une intensité qui fit faiblir ses genoux. Lentement, Julian Brookfield commença à applaudir. C'était un mouvement lent et rythmé. En quelques instants, toute l'élite fortunée de la ville se leva dans une ovation tonitruante. Ils avaient complètement oublié qu'elle n'était que du personnel de service. Ils ignoraient totalement le vin renversé et l'acclamaient. Isabella resta figée de pure rage. Elle attrapa violemment le bras de Julian et lui dit d'arrêter d'applaudir, ce qu'elle appelait un cheval de cirque dressé. Julian se dégagea froidement de sa main sans même la regarder. Il se dirigea directement vers la scène, comme un prédateur tournant autour de sa proie. « Qui diable êtes-vous » demanda Julian, sa voix rauque et dépouillée de son habituel vernis lisse et aristocratique. Elena recula sur la défensive, serrant fermement son tablier. Elle murmura qu'elle devait retourner à son travail. « Notre accord était tout à fait sérieux », dit fermement Julian, montant sur la scène jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres d'elle. « J'ai dit que si vous chantiez parfaitement, je vous épouserais. » Elena le regarda droit dans les yeux et répondit « Et je pense que nous savons tous les deux, Monsieur Brookfield, que les hommes riches font des promesses qu'ils n'ont jamais l'intention de tenir. » Sur ce, elle se retourna et courut à travers les portes de service, le laissant complètement seul sous les projecteurs. Julian ordonna immédiatement à son chef de la sécurité, Arthur, de découvrir exactement qui elle était. Il devait l'amener à son bureau le lendemain matin, qu'elle ait démissionné ou non. Pendant ce temps, Elena ne cessa de courir que lorsque ses poumons la brûlèrent. L'horizon scintillant du quartier riche fut remplacé par les façades de briques sales de son quartier. Les mains tremblantes, elle déverrouilla la porte bleue écaillée de son appartement exigu. Elle se laissa glisser contre la porte, sur le sol stratifié froid. Elle avait vraiment chanté ce soir. Elle avait rompu son silence de 3 ans et ressuscité le fantôme d'Elena Vance. L'ancienne prodige dont la vie avait implosé en une seule nuit. « Elena, c'est toi » appela une voix douce et rauque depuis la petite chambre. Elena se ressaisit, essuya son uniforme taché et entra. Elle vit son jeune frère, Léo, allongé dans son lit, entouré de flacons de médicaments et d'un appareil de dialyse bourdonnant. Il était dangereusement pâle. Sa peau semblait presque translucide sous l'ampoule crue du plafond, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. Elena força un sourire courageux, prétendant faussement qu'elle avait simplement décidé de quitter son travail ce soir. Les yeux de Léo s'écarquillèrent de peur. Il lui rappela le loyer coûteux et ses traitements médicaux vitaux. « Je trouverai un nouveau travail demain, même si je dois nettoyer des toilettes », promit Elena avec acharnement, en lui caressant les cheveux. « Je t'obtiendrai cette greffe de rein, Léo, je te le promets. » Léo la regarda attentivement. Il remarqua qu'elle avait soudain l'air comme avant la mort de leur mère et avant que l'énorme scandale ne détruise sa carrière d'opéra. La nuit où sa voix s'était brisée lors de son audition majeure au conservatoire. Quelqu'un avait malicieusement drogué sa bouteille d'eau. Cela avait entraîné des rumeurs de toxicomanie et de problèmes de stabilité qui avaient complètement ruiné sa réputation. Pendant qu'Elena réconfortait son frère, Julian Brookfield était assis dans son penthouse de luxe, de l'autre côté de la ville. Il regardait les lumières de la ville, avec un verre de scotch à la main. Arthur entra dans la pièce moderne et posa un mince dossier beige sur la table en verre. Il expliqua que son vrai nom était Elena Vance, âgée de 24 ans. Il révéla qu'avant d'être serveuse, elle était une étudiante boursière de haut niveau à la prestigieuse Juilliard School of Music. Les yeux de Julian se plissèrent en lisant une vieille coupure de presse. Elle détaillait son effondrement soudain sur scène et les rumeurs qui avaient suivi, détruisant sa carrière prometteuse. « Elle n'a pas échoué à cause de la pression », murmura Julian, se souvenant de la détermination d'acier dans sa voix au restaurant. Arthur lâcha alors une bombe. Il expliqua que les rumeurs cruelles avaient été directement retracées jusqu'à une agence de relations publiques. Une agence entièrement détenue par la riche famille d'Isabella Thorne. Isabella avait été une médiocre étudiante mezzo-soprano dans le même conservatoire cette année-là. Elle avait utilisé l'immense richesse de sa famille
pour écraser une rivale bien plus talentueuse. Une rage sombre et glaciale s'installa profondément dans la poitrine de Julian. Tout prenait enfin son sens. Il baissa les yeux sur la bague de fiançailles coûteuse qu'Isabella lui avait jetée avec fureur dans la voiture en rentrant. La seule raison pour laquelle il l'avait demandée en mariage était pour satisfaire le conseil d'administration de son entreprise. Ils insistaient pour qu'il épouse une femme stable et riche avant son 33e anniversaire pour garantir son héritage. Arthur, préparez le véhicule immédiatement, ordonna fermement Julian en boutonnant sa veste sur mesure. Nous allons directement à son appartement, maintenant. Le coup lourd et autoritaire frappé à la porte à 2 heures du matin terrifia Helena. Elle attrapa une batte de baseball en bois avant de se glisser pour demander qui était là. Julian Brookfield, répondit la voix profonde à travers le bois. Il lui dit qu'il était le propriétaire de l'immeuble et exigea qu'elle ouvre la porte. Sinon, il ferait forcer la serrure par la sécurité. Helena déverrouilla légèrement la porte. Julian se tenait dans le couloir miteux, complètement déplacé dans son smoking de luxe. Il refusait de partir, menaçant de discuter des énormes dettes médicales de son frère là, dans le couloir, pour que tous ses voisins l'entendent si elle ne le laissait pas entrer. Helena ouvrit complètement la porte. Ils se tinrent dans sa minuscule cuisine exiguë. Elle lui demanda avec colère ce qu'il voulait d'elle. « Isabella n'est plus ma fiancée. J'ai rompu il y a 1 heure, » dit calmement Julian, arpentant la petite pièce. Il expliqua que selon l'accord de fiducie strict de son grand-père, il devait être légalement marié dans les 3 prochaines semaines. Sinon, le conseil d'administration le démettrait officiellement de ses fonctions de PDG. Il admit que son défi public au restaurant avait commencé comme une blague cruelle, mais comme elle avait parfaitement rempli la condition, il lui proposait une transaction. Il avait besoin d'une épouse intelligente et forte pour jouer le rôle de Madame Brookfield pendant 1 an, afin de sécuriser son entreprise. Après quoi, il divorcerait discrètement. En échange, il proposait de transférer immédiatement Léo dans une aile privée du meilleur hôpital. Il engagerait les meilleurs spécialistes du rein du pays et rembourserait chaque centime de ses dettes. Helena le dévisagea, réalisant que c'était un pacte dangereux avec le diable. Mais le son de la toux de son frère dans la pièce voisine fit flamber son désespoir. « Quelles sont les conditions exactes ?» murmura-t-elle doucement. Julian expliqua qu'il se marierait secrètement dans les 3 jours. Cela serait suivi d'une grande cérémonie de mariage public dans 2 semaines pour satisfaire la presse. Elle emménagerait dans son penthouse de luxe, assisterait à des galas de haut niveau et convaincrait le monde qu'elle était la femme qui lui avait complètement volé son cœur. Quand Helena demanda si elle serait forcée de chanter, Julian hésita, puis il lui dit doucement qu'elle n'aurait à chanter que si elle le souhaitait vraiment. Il lui offrit alors la somme stupéfiante de 10 millions de dollars à la fin du contrat d'1 an. Une somme entièrement distincte des frais médicaux de son frère. Helena prit une profonde inspiration tremblante. Elle regarda le puissant milliardaire qui l'avait publiquement humilié. Pourtant, il lui offrait maintenant la bouée de sauvetage ultime pour sauver la vie de son frère. « Rédigez le contrat immédiatement », exigea Helena, ses yeux devenant durs comme de la pierre. « Mais je veux une clause stricte stipulant que nous aurons des chambres entièrement séparées. C'est un arrangement commercial, et je suis votre employé, pas votre maîtresse. » Une étincelle d'amusement sincère et de profond respect brilla dans les yeux sombres de Julian. Il accepta ces conditions, notant qu'Isabella se serait immédiatement jetée sur sa fortune. Helena ne mit que 10 minutes pour emballer ses maigres affaires. Elle quitta son passé et entra discrètement dans le monde puissant de la famille Brookfield. 3 jours plus tard, la cérémonie légale au bureau de l'état civil fut incroyablement rapide et stérile. Seul Arthur en fut témoin pour éloigner la presse. Cependant, la véritable tempête sociale commença le lundi matin suivant. Helena se tenait dans l'immense dressing du penthouse de Julian. Elle ne portait plus un uniforme de serveuse bon marché. À la place, elle portait un blazer bleu marine magnifiquement taillé et un élégant pantalon blanc. Julian entra dans la pièce et s'arrêta net en la voyant. Il oublia complètement la transaction commerciale, car elle était absolument à couper le souffle. Il lui tendit une paire de lunettes de soleil sombre. Il l'avertit qu'ils étaient sur le point de se présenter à une grande conférence de presse pour annoncer publiquement leur mariage. Il lui annonça également une nouvelle terrifiante. Sa redoutable grand-mère, la matriarche de la famille Brookfield, arrivait directement de Paris. Il expliqua que sa grand-mère contrôlait toute la fiducie familiale. Elle détestait absolument les menteurs.
Et si elle soupçonnait une seule seconde que leur mariage était un faux, l'accord serait ruiné. Vous avez réussi à conquérir l'air le plus difficile de Mozart, dit Julian avec un léger sourire en lui ouvrant la porte. Je suis sûr que vous pouvez gérer une femme âgée avec une canne en argent. Elena ajusta nerveusement ses lunettes de soleil alors qu'ils entraient dans l'ascenseur privé. Julian prit doucement sa main dans la sienne, sa peau incroyablement chaude contre la sienne. Le rideau se lève officiellement, Madame Brookfield, murmura-t-il doucement. L'ascenseur descendait rapidement vers une véritable fosse aux requins. Des journalistes agressifs et une Isabella Thorne plus furieuse que jamais les attendaient. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau du hall. Le monde extérieur se transforma instantanément en un flash aveuglant de lumière blanche pure. Des centaines d'appareils photos explosèrent simultanément. Le rugissement assourdissant des questions de la foule chaotique de paparazzi était absolument écrasant. Mais Julian guida Elena vers l'avant avec un calme absolu. Elena sentit son cœur battre violemment. Mais elle puisa dans ses années de formation classique. Elle se rappela de porter un masque impeccable de confiance aristocratique. Julian leva sa grande main et la salle bruyante devint instantanément complètement silencieuse. Cela montrait l'autorité absolue qu'il détenait sur la ville. Il présenta doucement Elena comme la femme qui lui avait complètement volé son cœur et la nouvelle Madame Brookfield. Il se recula pour la laisser parler au micro. « Bonjour », dit Elena. Sa voix résonnante et hautement entraînée porta facilement jusqu'aux coins les plus éloignés de l'immense salle, sans aucun effort. « Je sais que vous avez tous beaucoup de questions. » Soudain, une voix aiguë et furieuse interrompit depuis le côté de la scène. Isabella Thorne s'avança, ressemblant à une déesse ravissante dans une tenue de créateur coûteuse. Elle contourna la ligne de sécurité et brandit une grande photo granuleuse d'Elena, datant de 3 ans. Elle y avait l'air épuisée et malade en sortant de l'hôpital. « Dis-leur qui tu es vraiment, la petite chérie de Julian », hurla triomphalement Isabella aux caméras qui crépitaient. Voici Elena Vance, l'étudiante déchue du conservatoire et toxicomane, qui s'est effondrée sur scène parce qu'elle ne supportait pas la pression. La salle entière entra dans une frénésie absolue. Les journalistes criaient des questions brutales à Elena, lui demandant si elle avait été dans une clinique de désintoxication. La mâchoire de Julian se crispa de colère furieuse. Il s'avança immédiatement pour éloigner Elena des microphones, mais elle refusa de bouger d'un pouce. Elle regarda la vieille photo, puis regarda directement Isabella. Elle réalisa que la jeune femme riche agissait par pure méchanceté désespérée. Elena s'approcha du micro, sa voix résonnant avec une force immense. Elle admit que son ancien nom était bien Elena Vance. « Eh oui, il y a 3 ans, j'ai été hospitalisée », continua fermement Elena, sa voix vibrant d'une émotion contrôlée. Mais ce n'était pas à cause de la drogue. C'était parce que quelqu'un a malicieusement glissé un puissant sédatif dans ma bouteille d'eau le soir de ma grande première pour s'assurer que j'échouerais. Elle fixa directement Isabella, et les caméras suivirent immédiatement son regard. La riche héritière devint complètement pâle de peur soudaine. Elena expliqua avec passion comment elle avait passé 3 longues années à occuper plusieurs emplois sous-payés. Elle devait payer les soins médicaux de son frère malade après que sa mère soit morte de chagrin en essayant de laver son nom. « Je suis une serveuse, et j'en suis incroyablement fière », proclama Elena avec audace. Parce que pendant que des gens comme Mademoiselle Thorne étaient occupés à acheter des robes qui coûtaient plus cher que mon loyer annuel, j'étais occupé à apprendre exactement ce que signifie survivre. Elle se tourna pour regarder Julian, qui la fixait avec une admiration pure. Puis elle dit à la presse que si quelqu'un avait un problème avec son passé, il pouvait en discuter directement avec son mari. Le silence stupéfait dans la salle fut soudainement rompu par un journaliste chevronné d'un grand journal. Il cria que cette histoire de survie était bien meilleure que n'importe quelle fusion d'entreprises. Les caméras se mirent à crépiter de nouveau, mais l'énergie s'était complètement transformée. Le jugement avait fait place à une adoration absolue pour cette belle et résiliente figure de Cendrillon. Isabella resta figée d'horreur absolue, réalisant que son attaque publique cruelle avait accidentellement offert à Elena la victoire ultime en matière de relations publiques. Au cours des 2 semaines suivantes, le luxueux penthouse devint un tourbillon d'essayages de robes de mariée, de fleuristes d'élite et de réunions juridiques intenses concernant la cérémonie publique à venir. Elena continuait de dormir dans l'aile des invités,
conformément à leur contrat strict. Mais les frontières artificielles entre eux commencèrent à s'estomper de manière significative. Ils commencèrent à partager de longs petits déjeuners ensemble. Ils discutaient de politique mondiale complexe, tard dans la nuit, autour de tasses de thé chaud. Julian découvrit rapidement que sa nouvelle femme possédait un intellect brillant. Cependant, l'épreuve ultime arriva un mardi soir pluvieux. La redoutable grand-mère de Julian, Geneviève Brookfield, arriva enfin au penthouse pour un dîner privé. Geneviève était assise en bout de table. C'était une femme zélée aux cheveux gris acier et aux yeux perçants, qui pouvait couper à travers le verre. Elle utilisait sa canne en argent pour pointer agressivement tout ce qui lui déplaisait. Et jusqu'à présent, elle avait vivement critiqué la soupe, le temps américain et les arrangements floraux. « Alors, vous êtes la serveuse chantante dont j'ai tant entendu parler », remarqua froidement Geneviève, posant sa cuillère en argent avec un bruit sec. Elle foudroya Helena du regard, lui demandant avec insistance si une fille des bas-fonds croyait vraiment avoir la grâce et la compétence pour gérer l'immense domaine des Brookfield et supporter l'énorme pression sociale. Julian tenta d'intervenir, mais sa grand-mère lui dit sèchement de se taire pendant qu'elle parlait directement à la jeune femme. Helena regarda la matriarche intimidante. Elle reconnut instantanément que Geneviève ne se souciait pas réellement de la naissance aristocratique, mais plutôt de la compétence absolue. « Je sais que votre thé est complètement froid, madame, » dit doucement Helena, faisant cligner la vieille femme de surprise. Helena se leva calmement de sa chaise, ignorant complètement les domestiques. Elle se dirigea vers le service à thé en argent sur la table d'appoint. Elle expliqua que l'eau avait été versée bien trop tôt. Elle nota que le traditionnel Earl Grey des Brookfield devient incroyablement amer si on le laisse infuser trop longtemps. Avec des mouvements fluides et très pratiqués, Helena vida le liquide amer. Elle porta la bouilloire fraîche à ébullition parfaite et prépara une nouvelle théière impeccable. Elle versa une tasse fraîche et la plaça parfaitement devant Geneviève, s'assurant que l'anse en argent était exactement à la position de 3 heures. « Vous craignez que je ne puisse pas gérer le personnel ou les détails complexes de cette vie ?» dit calmement Helena, en reprenant sa place. « Mais madame, j'ai passé 3 longues années à servir les personnes les plus exigeantes et arrogantes de cette ville, et je sais comment anticiper un besoin avant même qu'il ne soit exprimé. » Elle expliqua qu'une dame de la haute société suppose simplement que les choses seront faites, alors qu'une serveuse professionnelle s'assure personnellement qu'elles sont faites parfaitement. Geneviève baissa les yeux sur la tasse de thé impeccable, prit une lente et délibérée gorgée. Un long silence enveloppa la salle à manger tendue pendant que Julian retenait son souffle. « Le thé est absolument parfait », murmura doucement Geneviève. Un sourire sincère et rare perça son expression stricte et pierreuse. Elle leva les yeux vers Helena, remarquant que la jeune fille possédait les mains travailleuses d'une ouvrière, mais la posture fière et noble d'une vraie reine. Elle tapa bruyamment sa canne, déclarant qu'Helena avait survécu au dîner difficile, ce qui était un excellent début. Julian put enfin pousser un énorme soupir de soulagement. Plus tard dans la nuit, Helena se tenait sur le balcon en verre, regardant la pluie battante s'abattre sur la ligne d'horizon de la ville. Elle sentit la présence chaleureuse de Julian apparaître juste derrière elle. Il loua sa performance, notant que sa grand-mère n'avait pas complimenté un autre être humain depuis la fin des années 90. Helena se retourna pour lui faire face, réalisant qu'il se tenait bien trop près. Les lumières vives de la ville se reflétaient magnifiquement dans ses yeux sombres et intenses. « Je pense que vous êtes un homme qui a l'habitude d'acheter tout ce qu'il veut », murmura Helena, sa voix tremblant légèrement alors que ses doigts effleuraient doucement sa joue. Julian lui dit doucement que lorsqu'il l'avait entendu chanter sur cette scène, c'était la toute première fois de sa vie qu'il avait ressenti quelque chose de complètement réel. « Brûler le contrat », murmura Julian d'une voix rauque, penchant son visage vers le sien. Le cœur d'Helena trahit complètement ses règles commerciales. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné et affamé qui n'avait absolument rien à voir avec les caméras ou la transaction commerciale. C'était la libération explosive de semaines d'attirance cachée. Et Helena l'embrassa en retour avec la passion absolue d'un grand air d'opéra. Cependant, ce beau moment fut soudainement brisé par la sonnerie stridente du téléphone privé de Julian. Son visage devint entièrement pâle en écoutant la voix d'Arthur. « Quelqu'un est entré par effraction dans le cabinet d'avocat et a volé l'original de notre contrat de mariage », annonça Julian, totalement horrifié.
Il expliqua que le document volé contenait les détails spécifiques du paiement de 10 millions de dollars, prouvant au monde que leur mariage était une fraude complète. Si Isabella divulgue ce document à la presse ou à ma grand-mère, dit Julian, ses jointures devenant blanches, je perdrai mon entreprise et vous passerez pour une croqueuse de diamants avide. Avec le grand mariage public prévu dans seulement 2 jours, la panique commença à monter. Mais Julian jura avec acharnement qu'il passerait à l'offensive absolue contre Isabella. Le mariage public de Julian Brookfield et Helena Vance fut salué par les médias comme l'événement social absolu de la décennie. La cathédrale historique du centre-ville était complètement bondée de plus de 1500 invités d'élite. Ils représentaient une véritable mer de haute couture, de vieilles fortunes familiales et d'un immense pouvoir politique. Helena se tenait à l'entrée de l'immense et belle église. Son bras était fermement accroché à celui de son frère, Léo, qui avait l'air en meilleure santé qu'il ne l'avait été depuis des années grâce à l'équipe médicale de Julian. Elle portait une superbe robe sur mesure, en soie exquise et en dentelle française. Mais sous le tissu de luxe, son cœur battait comme un oiseau terrifié. Il n'avait toujours pas retrouvé le contrat volé. Et Helena savait avec une certitude absolue qu'Isabella se cachait dans la foule, attendant le moment parfait pour frapper. Alors que l'orgue massif rugissait au son de la marche nuptiale traditionnelle, Helena prit une profonde inspiration et commença à descendre la longue allée vers l'autel. Julian l'attendait dans une jaquette impeccable, la mâchoire serrée. Mais ses yeux brûlaient de la même passion brute qu'elle avait ressentie sur le balcon. Elle atteignit enfin l'autel, et l'archevêque commença la cérémonie traditionnelle avec une immense gravité. Ses paroles déferlaient sur Helena comme un rêve irréel. Puis vint le moment fatidique, où le prêtre demanda à l'assemblée si quelqu'un connaissait une raison légale, pour laquelle le couple ne devrait pas se marier. Le clic sec et résonnant de talons hauts contre le sol en marbre brisa soudainement le silence. Isabella Thorne s'avança dans l'allée centrale. Elle portait une tenue de créateur rouge sang, de la même couleur que le vin qu'elle avait renversé. Elle tenait le dossier beige volé haut dans sa main, comme une arme. « Ce mariage est une fraude absolue », hurla Isabella bruyamment, sa voix malveillante rebondissant sur les hauts plafonds de pierre. Les caméras des médias se mirent à crépiter furieusement. Elle marcha fièrement jusqu'à l'autel, annonçant à voix haute à Geneviève Brookfield que le mariage était une transaction commerciale bon marché. Il était conçu pour tromper le conseil d'administration. Elle sortit le contrat volé et commença à lire la clause 4 à voix haute, exposant le paiement de 10 millions de dollars et l'accord pour couvrir les frais médicaux de Léo. Un chaos total éclata immédiatement à l'intérieur de la cathédrale, alors que les journalistes criaient. Mais Geneviève se leva lentement, faisant à nouveau taire la salle. Le matriarche exige de savoir si les accusations étaient vraies. Et avant que Julian ne puisse formuler un mensonge d'entreprise intelligent, Helena s'avança fièrement. « Oui, madame », annonça Helena, sa puissante voix d'opéra, coupant facilement la tension de la pièce. Chaque mot écrit dans ce contrat est la vérité absolue. Car il y a 3 semaines, j'étais complètement en train de me noyer, et votre petit-fils m'a offert une bouée de sauvetage pour sauver mon frère mourant. Elle déclara hardiment qu'elle n'éprouvait absolument aucune honte à sacrifier sa propre fierté pour sauver les gens qu'elle aimait. L'image d'une croqueuse de diamants avides se brisa instantanément. Helena se tourna alors directement vers Julian, prenant ses mains froides dans les siennes. Elle le regarda profondément dans les yeux, ignorant complètement les 1500 spectateurs. « Nous avons signé un contrat pour une fausse performance », lui murmura-t-elle doucement. Mais quelque part entre la conférence de presse et le moment où vous m'avez embrassé sur le balcon, j'ai complètement oublié mes fausses répliques. Elle se tourna vers la foule choquée, déclarant que Julian était le premier homme qui l'avait jamais mis au défi de chanter plus fort, au lieu d'essayer de la faire taire. Elle tendit la main, arracha le contrat volé des doigts figés d'Isabella et déchira violemment l'accord de 10 millions de dollars en petits morceaux, les éparpillant à ses pieds. « Je ne veux pas de son argent, et je résilie officiellement le contrat maintenant », proclama Helena avec acharnement. « Si vous voulez m'épouser, Julian Brookfield, vous épouserez Helena Vance sans aucun accord et sans aucun calendrier financier. » Julian baissa les yeux sur le papier déchiqueté, puis regarda Isabella, qui vibrait de fureur parce que son piège ultime avait complètement échoué. Un sourire brillant et sincère transforma le beau visage de Julian. Il s'avança, attrapa fermement Helena par la taille
et la serra contre lui. « Vous êtes officiellement renvoyé en tant qu'employé, » murmura Julian d'une voix rauque contre ses lèvres. « Mais j'adorerais vous engager de façon permanente comme épouse, parce que je vous aime, Elena. » Il l'embrassa passionnément, là, à l'autel, devant Dieu et la presse, scellant leur amour au monde. Soudain, un applaudissement lent et délibéré résonna dans l'église. Geneviève Brookfield souriait avec un amusement sincère, déclarant que c'était bien plus divertissant qu'un mariage standard. Le matriarche remarqua qu'une fille qui pouvait déchirer 10 millions de dollars dans une église était assez dangereuse pour porter officiellement le nom de Brookfield. Elle ordonna au prêtre de terminer rapidement la cérémonie. Julian fit alors signe à Arthur, qui s'avança avec une épaisse enveloppe. Elle contenait la preuve définitive du scandale de dopage malveillant d'Isabella, datant de 3 ans. Isabella reconnut instantanément les documents, devint pâle comme un fantôme et s'enfuit dans l'allée en totale disgrâce, suivie par une meute de journalistes avides. Le reste de la cérémonie de mariage se déroula dans un flou magnifique et heureux. Alors qu'ils redescendaient l'allée en tant que mari et femme, Léo leur fit un pouce en l'air en larmes. Julian attira Elena dans une alcôve privée pour un seul moment de calme avant qu'ils ne sortent pour affronter les foules rugissantes de la ville. Il lui promit joyeusement une lune de miel remarquablement longue et coûteuse, suivie de l'achat de son propre grand opéra. Elena n'avait pas seulement gagné le cœur du milliardaire, elle avait réussi à retrouver sa belle voix, à sauver la vie de son frère et à prouver que les plus grands risques dans la vie apportent souvent les plus magnifiques récompenses. Le profond voyage d'Elena Vance nous rappelle que la valeur humaine ne peut jamais être mesurée par des circonstances temporaires, une situation financière ou les uniformes que nous sommes forcés de porter. La vie met souvent nos esprits à l'épreuve, à travers des périodes d'intense obscurité. Elle nous force à jouer des rôles qui semblent bien en deçà de notre véritable potentiel. Pourtant, c'est précisément dans ces vallées cachées que notre caractère fondamental est forgé dans de l'acier solide. La véritable dignité ne vient pas de la richesse que nous possédons ou du statut social que nous projetons au monde. Elle vient de la résilience silencieuse qui refuse d'être brisée par la cruauté de l'élitisme et des jugements superficiels. Lorsque nous nous accrochons à notre intégrité, dans les moments de désespoir absolu, nous créons une belle force silencieuse. Une force qui ne peut être ni achetée, ni vendue, ni diminuée par les opinions superficielles de ceux qui mesurent l'humanité au succès matériel. L'intersection inattendue de deux mondes entièrement différents démontre que la véritable connexion humaine nous oblige à brûler entièrement les contrats et les transactions artificielles que nous créons pour protéger nos cœurs. Le véritable amour et le respect mutuel ne peuvent s'épanouir dans les limites rigides des accords juridiques ou des attentes sociales. Ils exigent une vulnérabilité absolue, le courage de dire notre vérité ouvertement, et la volonté de se tenir complètement exposé devant le monde. Nous devons apprendre à regarder au-delà des tabliers tachés et des défauts superficiels de ceux qui nous entourent. Nous devons reconnaître que des talents magnifiques et des âmes nobles se trouvent fréquemment cachés dans les endroits les plus modestes et les plus travailleurs. En fin de compte, la vie récompense ceux qui ont l'immense courage de déchirer les filets de sécurité de la sécurité financière et des transactions prévisibles à la poursuite de quelque chose d'entièrement authentique. Lorsque nous choisissons de sacrifier notre fierté pour la survie des personnes que nous aimons, nous ne nous diminuons pas. Au contraire, nous participons à la forme de noblesse la plus élevée et la plus humaine qui soit. Nous devons toujours nous souvenir de chanter notre vérité à voix haute, surtout lorsque le monde exige notre silence absolu. Car une seule voix authentique a le pouvoir incroyable de briser les plus grandes illusions de la richesse et de mettre à genoux les forces les plus puissantes. Marchons à travers nos années restantes, avec la posture fière de ceux qui ont survécu aux tempêtes. Comprenons que nos cicatrices ne sont pas des symboles de honte, mais de belles médailles de résilience absolue et d'amour inconditionnel. La vraie richesse se trouve dans la liberté de retrouver nos voies volées, dans la santé de nos proches et dans la profonde prise de conscience que les choses les plus précieuses de cette vie ne pourront jamais avoir de prix monétaire.